Très bien. Jean-Michel Longniot, bonjour. Bonjour. Nous avons donc affaire en vous à un homme philosophe, ami de la sagesse. Vous êtes d'ailleurs docteur en philosophie et bachelier en théologie. Je trouve ça un heureux complément, surtout pour un public comme le nôtre aujourd'hui. Alors, votre spécialité, c'est quand même un petit peu l'éthique. L'éthique, bien sûr, votre grande spécialité, c'est l'être humain, mais dans sa dimension éthique, puisque vous êtes conseiller éthique à la Fédération des instituts hospitaliers, c'est-à-dire une congrégation, une fédération qui a été créée par les religieuses en 1938, donc il y a déjà longtemps, et qui réfléchit à tous les intérêts, toutes les questions qui tournent autour du monde hospitalier. Et d'ailleurs, vous êtes sur le terrain puisque vous êtes dans un comité d'éthique hospitalier. Ça vous fait du concret. Vous êtes professeur de philosophie et donc vous avez fricoté avec bien des philosophes. Je vois ici sur ma liste Spinoza, Kant, Heidegger, Mendes-Biran, Husserl, etc., etc., Michel-Henry, Lévinas, Nietzsche. Et vos spécialités, c'est la santé, la souffrance, le mal, le droit naturel. Et il faut là que je précise que vous êtes professeur précisément dans la faculté de droit de l'Université de Namur. Et puis, j'ai eu l'honneur de vous connaître plus d'une fois à Rive Espérance, aux grandes conférences namuroises, invité à parler à mes étudiants sur le sentiment amoureux. Je me souviens encore, ils en étaient tout émus. Merci beaucoup et je sais que vous parlez bien, qu'on va vous écouter avec plaisir. Alors, je vais quand même signaler, ne fût-ce que pour qu'on l'achète rapidement, votre dernier livre qui est paru en février, donc avant le confinement, même si le titre pourrait faire croire que c'est après le confinement. Hein. Finitude, solitude et incertitude. Et le sous-titre, Philosophie du deuil. On s'approche tout doucement du sujet de notre conférence parce que j'imagine, mais je suis un profane, que quitter sa famille, ça a quelque chose du deuil. Et en tous les cas, pour vous, le deuil, c'est peut-être l'occasion de renaître. Est-ce que quitter sa famille ne serait pas l'occasion de faire son chemin à soi? Mais je ne connais pas les réponses, c'est pour ça que je vous écoute et que nous vous écoutons avec intérêt. Très Merci bien. beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vous avez déjà bien résumé ce que je voulais raconter. Donc, on a au moins un fil, c'est une bonne chose. Donc, ce que je vais faire ici, ce n'est pas parler spécifiquement du deuil, mais c'est essayer d'ouvrir une réflexion sur les familles d'aujourd'hui pour essayer de voir un peu quels sont les enjeux. Alors, le constat de départ que je prends, c'est un constat que tout le monde peut faire, c'est le constat de l'explosion des modèles familiaux. On a une véritable explosion aujourd'hui, c'est-à-dire que le modèle classique que tout le monde peut avoir en tête, donc la famille nucléaire, papa, maman, les enfants et l'ordinateur, donc ça c'est le modèle standard, mais on se rend compte aujourd'hui que s'il existe toujours, il rentre en concurrence avec d'autres modèles qui parfois laissent perplexes. Et parmi donc les autres modèles que l'on peut épingler rapidement, il y a, qui ne demandent pas de longs discours, il y a la famille monoparentale, évidemment, qui devient de plus en plus fréquente. Il y a, et dont on se préoccupe parce qu'elle est souvent source de pauvreté, malheureusement, ou en tout cas de difficultés financières. Il y a les familles séparées. Hein, donc, famille séparée, ça veut dire où les parents se sont de fait séparés et les enfants vont à droite et à gauche, vont chez leur père et chez leur mère. Et ça crée évidemment une dynamique particulière avec parfois des conflits, enfin ce genre de choses. Vous avez les familles recomposées, donc là c'est l'inverse, ce sont deux personnes qui ont déjà des enfants d'un premier mariage et qui se mettent ensemble, et donc ça crée évidemment des liens entre les enfants vis-à-vis des parents, beaux-parents, qui sont tout à fait spécifiques. Vous avez les familles avec des parents homosexuels qui revendiquent, hein, donc chez nous la chose est plus ou moins acquise, en France c'est encore l'objet quand même de pas mal de discussions, donc qui revendiquent le droit de pouvoir être une famille comme toutes les familles. Vous avez les familles communautaires, ça c'est peut-être quelque chose qui a disparu ou en tout cas qui est devenu plus discret chez nous. Mais donc famille communautaire, ça veut dire plusieurs familles en quelque façon qui se mettent ensemble, par exemple en achetant une ferme ou ce genre de choses, en tout cas des grands bâtiments. Et donc à la fois chacun est chez lui et en même temps on éduque les enfants ensemble, un peu comme si vous connaissez à la façon des kibbutz par exemple, hein, où effectivement c'est la communauté des adultes qui s'occupe de l'ensemble des enfants. Et en même temps, tout le monde sait bien qui est le fils de qui est le père ou la mère de qui. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une autre dynamique de nouveau, bien évidemment. Puis vous avez encore les familles différentes culturellement, où par exemple vous avez des liens matriarcaux très forts ou bien des liens patriarcaux très forts. Enfin voilà, et ça crée de nouveau des dynamiques qui parfois par rapport à l'homme occidental standard peuvent poser des questions. En tout cas, moi, je le vois
dans le cadre de mon travail dans les hôpitaux, quand vous avez des personnes qui viennent dans ces systèmes patriarcaux ou matriarcaux très forts, surtout patriarcaux, ben, c'est vrai que c'est interpellant, évidemment, parce que qui décide dans ces familles, enfin bon, c'est pas toujours évident. En tout cas, il y a d'autres exemples qu'on peut donner, mais le premier, ce point de départ suffit. Tout le monde a déjà mesuré dans son expérience, moi je suppose que vous ne me démentirez pas, le fait qu'aujourd'hui, les familles, effectivement, ben, proposent en tout cas une image brouillée, l'idéal, le modèle standard idéal qui était habituel chez nous est devenu un modèle parmi d'autres. Alors souvent, par rapport à ce genre de constat, on tombe vite dans la morale. C'est-à-dire que le réflexe, enfin moi je ne vous connais pas, mais le réflexe spontané quand je discute avec pas mal de personnes, c'est quoi? C'est de dire, bah, écoutez, c'est vrai qu'il y a une explosion des modèles familiaux, mais enfin, tout ne s'équivaut pas, quoi. On ne peut pas tout cautionner, c'est pas possible. Il y a des modèles qui sont acceptables, voire tolérables, et puis il y a les autres quand même qui méritent d'être discutés, et puis si possible, il faudrait convaincre les gens de ne pas s'embarquer dans ces modèles-là. Alors, il y a une phrase de Jung que j'aime bien qui dit, et d'autres auraient pu très bien l'écrire aussi, qui dit quand on ne comprend pas, on juge. Donc souvent la question morale, effectivement, donc c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est mal, c'est une manière de réagir par rapport à des situations que l'on ne comprend pas. Donc à défaut de comprendre, ben voilà, on émet des jugements à l'emporte-pièce parfois. Et donc, ce que je voudrais faire ici, c'est, dans un premier temps, en tout cas, c'est suspendre le jugement moral qu'on pourrait avoir spontanément pour essayer de comprendre les enjeux qu'il y a dans cette diversité familiale. Donc, plutôt que de juger tel type de modèle, ça ne va pas, essayer de comprendre finalement, mais qu'est-ce qui fait famille? Alors, je vous explique pourquoi l'idée de ne pas juger est importante, de ne pas juger trop vite en tout cas. Il y a quelques années, en Belgique, on a eu donc des débats avec des homosexuels qui revendiquaient le droit de pouvoir adopter des enfants, voire concevoir des enfants et donc les éduquer comme n'importe quelle autre famille. Alors, donc, j'ai eu l'occasion de participer à ces débats et dans ces débats, il y a un argument qui m'a interpellé, que j'ai entendu de la part de ces personnes homosexuelles qui revendiquaient donc le droit d'avoir une famille. Et l'argument était le suivant. Donc, il s'adressait à ceux qui s'opposaient à cette possibilité d'avoir des parents homosexuels en disant, écoutez, c'est pas possible, pourquoi? Donc les gens qui s'opposaient disaient, parce qu'il n'y a rien à faire pour un enfant. Ce qui est important pour qu'un enfant puisse grandir bien, c'est que cet enfant ait un père et une mère. Donc c'est le modèle standard, si vous voulez, que l'on opposait à ces personnes. Il n'y a rien à faire, il faut absolument un père et une mère. Or, vous proposez quoi? 2 femmes ou 2 hommes. Enfin bref, on n'est pas dans le modèle standard. Et alors, ce que répondaient les personnes ici que l'on accusait, donc c'était tout simple, enfin que l'on accusait en tout cas, avec qui on discutait, c'était ceci, c'était de dire, écoutez, si c'est une question de modèle, alors expliquez-nous pourquoi, quand vous avez le modèle que vous défendez, un homme, une femme qui s'occupent de leurs enfants, expliquez-nous pourquoi, dans certains cas, il y a de tels dysfonctionnements que l'on a des enfants qui sont en souffrance. Et à l'inverse, quand on regarde, et à l'époque on avait déjà des études, évidemment il fallait se méfier des études parce qu'il fallait voir qui était le commanditaire, évidemment. Mais on avait déjà des études qui avaient étudié la question des couples homosexuels éduquant des enfants. Et donc la question qui en sortait, c'était la suivante. C'était le pendant de la première question, évidemment. C'était, et expliquez-nous pourquoi, dans certaines familles homosexuelles, les enfants grandissent très bien. Si vous en faites une question de modèle, et si c'est ça votre argument, il y a là quelque chose qui, évidemment, reste mystérieux. Et alors, évidemment, donc, ce n'est pas tellement un argument, c'est une question, finalement, qui est posée ici, mais n'empêche que ça m'a mis en route pour essayer de comprendre et de me demander, dans le fond, ils n'ont peut-être pas tort de souligner ceci, c'est que c'est moins
le modèle familial qui doit être l'enjeu central, il est bien possible qu'ils aient raison d'attirer notre attention sur plutôt ce qui se passe dans ces modèles familiaux. Donc, quel que soit le modèle familial en question, c'est vrai que vous pouvez avoir des familles qui dysfonctionnent totalement et qui ne jouent pas leur rôle de famille, et vous pouvez avoir des familles, au contraire, qui fonctionnent très bien, alors que le modèle, éventuellement, est un modèle, effectivement, qui peut nous déstabiliser, qui peut sortir de nos habitudes d'une façon ou d'une autre. Hein, si vous connaissez des personnes autour de vous, ben, peut-être que vous connaissez, effectivement, des familles monoparentales, par exemple, où malgré les difficultés, quand il y a des difficultés, par exemple, financières, n'empêche, les enfants grandissent bien. Et ce n'est pas parce qu'il manque un père ou une mère, c'est souvent le père qui manque, que vous avez des enfants qui sont condamnés à avoir des problèmes, à mal grandir, à avoir un destin qui sera problématique. C'est absolument pas ça. Et une fois encore, j'insiste, pour reprendre la question, en tout cas l'objection des homosexuels lors des débats que l'on avait eus, vous connaissez combien de familles où il y a pourtant un père, il y a pourtant une mère, et pourtant vous avez des enfants malheureux. Donc, il faut peut-être faire cet exercice de déplacer notre regard et d'aller essayer d'interroger la dynamique à l'œuvre. C'est-à-dire que la question, c'est la suivante, et c'est cette question-là qui, moi, m'intéresse, hein, c'est à quelle dynamique une famille doit répondre, donc quelle dynamique elle doit développer, si vous voulez, pour que, quel que soit le modèle en question, les circonstances de la vie font que, voilà, il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui font tout ce que vous voulez. Donc, quel que soit le modèle, finalement, que prendra, la forme que prendra la famille, cette famille peut faire son travail de famille. Donc, quelle est la dynamique à l'œuvre? Et alors, à l'inverse, vous allez voir, on va en dire un petit mot rapidement, quelles sont les dynamiques qui, quel que soit le modèle, au contraire, détruisent une famille, c'est-à-dire empêchent la famille de faire son travail, qu'on peut résumer ici, pour faire simple, à tout simplement éduquer les enfants. Enfin, bon, c'est peut-être un peu simple, enfin, on y reviendra tout à l'heure. Alors, donc vous voyez un peu le déplacement ici que j'opère en tant que philosophe quand j'essaye d'interroger le monde dans lequel je vis, les situations que j'observe, les modifications que j'observe et contre lesquelles on ne peut rien. Enfin, il me semble qu'on peut s'égosiller à essayer de contester, de critiquer certains modèles. Les gens aujourd'hui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, font ce qu'ils veulent quand ils ont la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et vous assistez à cette explosion de modèles familiaux que rien ne semble pouvoir arrêter. Donc la question, c'est plus au niveau de ce qu'on pourrait appeler une intervention aidante, si vous voulez, ou peut-être de l'ordre de la pastorale, c'est plutôt que de venir avec des jugements, c'est de voir comment on peut aider, si vous voulez, au service de quelle dynamique on peut se mettre dans ces familles qui prennent des formes donc interpellantes. Alors, pour simplifier les choses ici, parce que ça demande beaucoup de nuances, mais enfin, on va ouvrir simplement, donc je vous le disais, la réflexion. Quand vous prenez un peu de recul par rapport à ce que notre monde est devenu, en tout cas dans les pays occidentaux, il est clair qu'il y a une dynamique qui s'impose, semble-t-il, et qui permet d'ailleurs d'expliquer pas mal de choses. C'est une dynamique qu'on pourrait qualifier de la manière suivante. Les sociologues le font en tout cas, et les historiens aussi quand ils s'intéressent à ces questions-là, hein, dans l'histoire des mœurs et l'histoire de l'évolution, notamment de la famille, c'est qu'il y a donc une dynamique qui s'impose aujourd'hui, qui est la dynamique de l'épanouissement de soi. Un thème classique depuis les années 70 plus ou moins. Aujourd'hui, s'il y a un mot d'ordre qui nous réunit, qui nous permet de faire monde commun, d'avoir un même horizon, si vous voulez, c'est cette exigence que nous avons tous, effectivement, de nous épanouir, de s'épanouir. L'individu, l'être humain, ce qui donne sens à son existence, c'est l'épanouissement. Alors, très rapidement, pour que vous voyez que cette idée est une idée récente, c'est intéressant d'écouter les sociologues et historiens qui remettent les choses en perspective. Pour faire simple, donc je vais très vite ici, pour faire simple, au début du XXe siècle, donc au siècle passé, il y avait une envie d'être heureux, évidemment. Donc l'envie d'être heureux, ça a toujours existé. Hein. Si vous prenez les anciens, donc Aristote, Platon, les stoïciens, les épicuriens, etc., le besoin d'être heureux a toujours été perçu, évidemment, comme un moteur de l'existence. Mais tout le débat, évidemment, c'est quoi ce bonheur? C'est de définir, évidemment, comment arriver à être heureux. Le problème, c'est pas qu'on veuille l'être, c'est de savoir comment l'être. Et aujourd'hui, donc début du XXe siècle,
ce qui était le chemin préconisé dominant, c'était le devoir. Donc, comment être heureux en faisant son devoir? Donc, il y a toujours eu, si vous connaissez un peu les mœurs de l'époque, il y a toujours eu des dissidents, il y a toujours eu des anarchistes, il y a toujours eu des gens qui ont évidemment cherché des voies alternatives, mais toujours est-il que le discours dominant sur le plan collectif, c'était qu'on est heureux quand on a fait son devoir. L'exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'une dame qui m'expliquait, donc elle était âgée, et qui m'expliquait que quand on se marie, eh bien, le devoir exige que d'abord, quand on veut vivre avec quelqu'un, le devoir exige que l'on se marie, évidemment, et une fois qu'on est marié, le devoir exige que l'on a des enfants. C'est comme ça, il n'y a pas à discuter, c'est le discours dominant qui est encouragé par les institutions publiques, par l'Église, etc. On doit faire son devoir. Et donc, elle, alors c'était ça son affaire, c'est que c'était une jeune fille qui a eu une éducation bourgeoise classique du début du XXe siècle, et elle a eu une éducation notamment au piano. Mais ce n'était pas simplement donc piano pour être éduquée, parce que ça faisait partie de l'éducation des jeunes filles. C'est une dame qui a été vraiment, moi je ne l'ai pas connue évidemment quand elle était jeune, mais enfin qui semblait dire qu'elle était vraiment douée pour le piano. Et elle aurait pu en faire une carrière, en tout cas elle avait un plaisir énorme à jouer du piano. Et n'empêche qu'une fois mariée, eh bien, le piano c'est fini. Elle a refermé son piano et elle s'est dévouée pour s'occuper de ses enfants et de son mari. C'était le devoir d'une femme. Aujourd'hui, vous comprenez, donc je vous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que vous pouvez comparer assez facilement à la grosse louche. Évidemment, aujourd'hui, on aurait davantage de personnes qui diraient si j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai des enfants, mais ça ne doit pas m'empêcher de pouvoir faire du piano. Mais à l'époque, vous comprenez bien, faire son devoir, c'est pas faire ce qu'on a envie. Enfin, c'est pas forcément tout le temps s'épanouir. Donc, on n'est pas dans la logique de l'épanouissement de soi. C'est de faire ce qu'il convient de faire. Et cette dame, donc moi, je l'ai connue quand elle était âgée. Eh bien, voyez bien, donc éduquée dans ce contexte-là, c'est une dame qui a donc fait des sacrifices pour ses enfants, pour le dire simplement, et qui me disait, eh bien, n'empêche que j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai l'impression que j'ai eu une vie heureuse. Heureuse pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Point. Même si c'était pas gai, même si c'était pas épanouissant toujours, même si, voilà, on fait son devoir. Donc, quand à l'époque on disait on se marie pour le meilleur et pour le pire, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on veut se marier pour le meilleur. Le pire, c'est une occasion évidemment de séparation et le signe que manifestement un couple n'était pas fait pour durer. Enfin bref, donc au début du XXe siècle, donc c'est vrai que les gens veulent être heureux, c'est une évidence, mais on n'est pas du tout dans la logique de l'épanouissement de soi, on est dans la logique dominante, dans le discours dominant du devoir à accomplir. Alors, pour l'anecdote, dans l'après-guerre, donc on est dans les années 50, où on va être dans la reconstruction, les 30 glorieuses, ce qui va donner du sens à l'existence, ce n'est plus vraiment le devoir. Il va y avoir un glissement de nouveau au niveau du discours dominant, et ce sera plutôt la réussite professionnelle. Donc l'insertion sociale et le fait de gravir les échelons sur le plan professionnel notamment, parce que le travail est un des lieux où on peut donc se valoriser. Alors, peut-être pour la réflexion, ça vaut la peine quand même d'en dire un mot. Pourquoi y a-t-il eu une remise en question du discours du devoir? Parmi les raisons, probablement qu'il y a eu l'après-guerre, et dans l'après-guerre, il y a eu les procès des criminels nazis, et vous avez ça en mémoire, vous avez sans doute déjà entendu cette affaire, c'est que pas mal de ces criminels nazis se sont justifiés quand on leur a demandé, mais enfin, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'est pas possible, vous avez fait des monstruosités, et ce sont des gens qui se sont expliqués en disant, mais nous avons fait notre devoir, moi j'ai obéi aux ordres, moi je n'ai fait que ceci, cela, enfin, voilà, et c'était l'obéissance au devoir qui était imposée. En tant que soldat, on doit faire son devoir et on doit obéir, enfin. Et probablement que c'est un élément qui a effectivement contribué à dévaloriser le devoir. Bâtir une vie sur l'obéissance par rapport au devoir, ça fait de vous des personnes qui êtes capables de commettre le pire, avec les meilleures intentions en plus. J'obéis et je fais ce que je dois faire, évidemment. Donc, ça a été probablement un élément interpellant qui, tout d'un coup, a fait prendre conscience quand même que voilà, il fallait rester quand même un peu critique. Et par contre, la reconstruction sociale, s'insérer dans la société, gravir les échelons au niveau des postes, ça c'est valorisant effectivement, et ça devient
donc un enjeu qui va s'imposer pendant quelques décennies. Mais pendant quelques décennies, c'est pendant trois décennies maximum, puisque ce que les sociologues nous apprennent, c'est que dans les années 70 déjà, on a eu mai 68 notamment qui est passé par là, il va y avoir une nouvelle cassure, une nouvelle révolution et un nouveau discours. Même la réussite professionnelle, c'est encore de l'asservissement, enfin, bon, hein, il est interdit d'interdire, etc., etc. C'est le mot bourgeois, enfin, bon, et ainsi de suite. Et ce que l'on va mettre en avant, c'est autre chose, et c'est ce que je voulais simplement amener ici, c'est cette idée de l'épanouissement de soi. Ce qui donne du sens à la vie, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, ce n'est pas de faire son devoir, ce n'est même pas d'avoir une carrière, c'est tout ça, ou gagner de l'argent, par exemple. Hein, il va y avoir un discours anticapitaliste qui va s'imposer à ce moment-là. Et ce qui, au contraire, fait qu'une vie est réussie, ben, c'est tout simplement le fait qu'on a pu vivre sa vie, qu'on a pu s'épanouir soi. Alors, dans cette idée de l'épanouissement de soi, comprenez bien ce qu'il y a, et ça va permettre de comprendre pas mal de choses. Il y a cette idée que si chacun doit s'épanouir soi-même, alors ça signifie que le chemin qu'il faut emprunter est un chemin personnel. C'est mon épanouissement qui est en jeu. Et par conséquent, c'est à moi à trouver effectivement le chemin qui sera le mien pour être heureux. Mon bonheur ne doit pas être nécessairement votre bonheur. J'ai à respecter le chemin qui est le vôtre, mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'emprunter le chemin qui sera le mien. Et donc, il y a une dimension qui caractérise notre époque, effectivement, qui est un individualisme exacerbé, hein, où effectivement, le bonheur est une question personnelle, éminemment personnelle. Alors, une fois que vous avez compris ça, donc où chacun... Alors, oui, peut-être quand même pour être clair, pour que vous compreniez bien, quand vous êtes dans la logique du devoir et quand vous êtes dans la logique de la réussite professionnelle, là, vous comprenez bien, vous êtes dans une toute autre dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui décide ce qu'il faut faire. Dans la logique du devoir, il y a des gens qui savent et qui vont me dire quel est mon devoir. C'est monsieur le curé, c'est le pharmacien, c'est le notaire, enfin les notables, qui, eux, peuvent me donner les repères et me dire ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et j'ai tendance, et j'ai intérêt à m'y conformer. Si vous voulez gravir les échelons sur le plan professionnel, ce n'est pas vous qui allez vous proclamer président d'une entreprise, directeur d'une entreprise. Vous devez commencer au bas de l'échelle et vous allez gravir les échelons qu'on va vous imposer avec des diplômes à acquérir éventuellement, hein, des examens à passer ou que sais-je d'autre. Et c'est en suivant ce qu'on vous dit qu'il faut faire, le chemin qu'on va vous imposer de suivre, que vous pourrez peut-être prétendre à devenir responsable d'équipe et puis devenir directeur général ou sous-directeur, etc., etc. Donc là, vous avez évidemment une référence à une autorité aussi, ceux qui nous précèdent et qui savent comment il faut faire pour devenir spécialiste dans un secteur donné, hein, dans le cadre professionnel. Dans le discours de l'épanouissement de soi, hein, vous comprenez bien, ça c'est le premier signe que l'on observe depuis longtemps, maintenant depuis les années 70, c'est le bonheur qui est une question personnelle, par conséquent, personne n'a rien à me dire. Et c'est là que vous voyez sur le plan sociologique, s'il faut maintenant vous donner des éléments qui donnent à penser qu'on est là-dedans, c'est la crise des institutions. Donc aussi bien évidemment l'Église, pour ne parler que de cela, que les syndicats, que le monde politique, enfin toute l'armée elle-même, l'école, le monde de l'enseignement, enfin tous ceux qui autrefois avaient un poste, une fonction d'autorité qui pouvait aider, qui pouvait donner des repères et donner un chemin, eh bien aujourd'hui dans le discours dominant, on n'en veut plus. Alors, ce que l'on dira éventuellement pour vous dire qu'il n'y a pas moyen de sortir de ce discours, c'est que pour ceux qui éventuellement, parce qu'il y en a encore, pour ceux qui ont besoin éventuellement d'avoir des repères, donc des gens qui sont par exemple croyants, prenons cet exemple-là, puisque c'est celui qui nous concerne, que va-t-on nous dire? On va nous dire, eh bien, écoutez, si ça vous épanouit, vous pouvez le faire. Mais foutez la paix aux autres, enfin. Si vous voulez croire en ceci, cela, si vous avez besoin d'avoir des textes de référence, d'avoir des guides ou que sais-je d'autre, tant mieux pour vous. Si c'est votre manière à vous de vous épanouir, vous la choisissez personnellement et vous avez le droit de la développer. Mais laissez les autres en paix et n'imposez pas un chemin tout tracé, n'imposez pas de repères, les gens choisissent ce qu'ils veulent choisir, enfin. Donc, première chose, c'est et ça s'observe, hein, je crois que là, il y a pas mal de sociologues, de fins observateurs qui continuent à aller dans cette direction-là. C'est la crise des discours, donc des institutions, la crise des grandes idéologies, la crise des repères.
l'épanouissement de soi, c'est d'abord ce droit revendiqué de pouvoir choisir soi-même son propre chemin. Et c'est évidemment, donc c'est là que vous me voyez venir, hein, par rapport à mon point de départ, c'est là que du coup, on peut comprendre l'explosion des modèles familiaux. Faut-il absolument se soumettre à un diktat, à un modèle qui nous serait imposé par la société, par telle ou telle idéologie, par telle ou telle croyance? Les gens aujourd'hui revendiquent le droit de pouvoir inventer la famille qui est celle qu'ils souhaitent. Si moi je veux avoir un enfant tout seul, je dois avoir le droit de pouvoir le faire. Au nom de quoi? Si c'est ma manière à moi de m'épanouir, qui êtes-vous pour m'interdire de le faire? Si je reprends les débats que l'on a eus avec les personnes homosexuelles, c'était aussi une des revendications qui était les leurs. C'est qui êtes-vous pour nous empêcher de faire ce que l'on souhaite? On ne veut pas faire du mal, on ne veut pas tuer des gens, nous autres. On veut au contraire rendre heureux des enfants. Si c'est notre manière à nous de nous épanouir et de rendre heureux un enfant, pourquoi ne pas le faire, bien évidemment? Enfin voilà, donc vous avez un discours général qui est un discours autour de l'épanouissement de soi, qui a comme première vertu, si l'observation est juste, d'expliquer effectivement cette explosion des modèles familiaux. Alors maintenant, donc l'idée, ce serait la suivante, hein, par conséquent, ce serait de dire la dynamique qui est aujourd'hui à l'œuvre dans la majorité des familles. Je dis la majorité parce que je ne connais pas tout, évidemment, mais chez beaucoup de personnes, donc, sauf peut-être les personnes étrangères qui viennent d'une autre culture et qui n'ont pas encore adopté ce discours dominant, mais pour la majorité d'entre nous qui baignons là-dedans, c'est clair que nous revendiquons le droit à pouvoir être heureux comme nous l'entendons et donc à fonder une famille comme nous l'entendons. Alors, ceci étant acquis, donc c'est un mouvement de fond ici, avec toutes les nuances que ça demanderait, mais enfin, on n'a pas le temps pour les nuances aujourd'hui. Si c'est juste, si c'est vrai que les familles se construisent autour de ce projet du bonheur de chacun, hein, des parents, des enfants, etc., etc., alors ce que je voudrais souligner ici, c'est ceci, c'est que ça amène des fragilités, ça amène des difficultés pour ces familles. Donc l'idée étant la suivante, ou la question à laquelle j'essaie de répondre maintenant étant la suivante, c'est de savoir si c'est une chose heureuse que de voir les familles se construire autour de cette idée de l'épanouissement de soi. Et est-ce qu'il faut l'encourager par conséquent? Alors, quelles sont les fragilités que l'on peut observer quand on est dans ce contexte-là, quand on baigne dans ce discours, dans ces évidences? Première fragilité que je vois, c'est tout simplement que ça interroge la place de l'enfant. Or, le problème d'une famille, évidemment, un élément important de la famille, c'est évidemment le rapport avec les enfants. Pourquoi a-t-on des enfants aujourd'hui? Eh bien, dans le discours dominant, l'idée sera la suivante. Il me semble qu'en tout cas, ce que l'on aurait tendance à dire, c'est on a des enfants parce qu'on le désire, évidemment. Hein, si vous regardez un peu le langage ordinaire qui sera utilisé par beaucoup, c'est on veut à un moment donné fonder une famille, on désire fonder une famille, et quand on creuse un peu, eh bien, on se rend compte que derrière ce discours ou cette évidence, hein, ces espèces de phrases toutes faites que l'on aura, qu'on contiendra aujourd'hui, il y a cette idée que je veux, en ayant un enfant, je veux m'accomplir moi comme adulte. Donc, pour m'épanouir en tant qu'adulte, je souhaite devenir père ou mère et c'est la raison pour laquelle, évidemment, donc, je vais essayer d'avoir un enfant. Alors, vous voyez l'affaire, hein, vous voyez en quoi ici il peut y avoir un problème. Donc ça, il faut l'entendre hein, quand on discute avec des gens. Et pourvu que la conversation s'y prête, il faut peut-être interroger ce désir d'enfant. C'est tout simplement que lorsqu'on désire avoir des enfants, s'il est vrai que derrière ce désir, c'est le besoin de s'épanouir soi en tant qu'adulte qui est en jeu, c'est que, évidemment, on place l'enfant dans une situation qui est redoutable. On pourrait imaginer que quand on désire un enfant, ce que l'on désire, c'est que cet enfant donc, soit heureux. Mais vous comprenez qu'ici, ce qui est en jeu, c'est qu'on va renverser le mouvement. Ceux qui souhaitent avoir des enfants parce qu'ils ont envie de s'accomplir eux comme adultes, ce qu'ils font, c'est placer l'enfant, donc mettre l'enfant à la place de l'objet, enfin ce qu'on dirait en psychanalyse par exemple, donc à la place de l'objet du désir, c'est-à-dire l'enfant
a comme statut désormais d'être là pour combler les parents, pour rendre heureux les parents, pour leur permettre à eux de pouvoir s'épanouir d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est vrai que si c'est le rôle des enfants, effectivement, de rendre heureux les parents, parce que tout d'un coup, des adultes ont envie de devenir père ou mère, ben, c'est vrai, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas là une inversion qui est une inversion redoutable? Ce ne sont pas les enfants qui, normalement, enfin, moi, il me semble, sont là pour rendre les parents heureux. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les parents qui sont là pour essayer de rendre les enfants heureux à travers l'éducation. Mais faire peser sur les épaules d'un enfant qui n'a rien demandé le bonheur, donc l'exigence de bonheur des adultes, il faut bien reconnaître quand même que c'est leur demander ce pourquoi ils ne sont peut-être pas d'abord faits. Enfin, ce n'est pas leur mission première, évidemment. Et c'est une situation qui, malheureusement, se retourne contre eux. Deuxième point, qui est le prolongement du premier, c'est qu'effectivement, quand vous regardez les situations malheureuses où un enfant soit vient à un moment donné qui n'a pas été désiré, soit un enfant qui a été désiré mais qui malheureusement est porteur d'un handicap, un handicap qu'on peut donc repérer in utero, donc pendant la grossesse, ben, regardez le sort qu'on réserve à ces enfants dans cette logique du désir, hein, de l'épanouissement de soi, etc. Un enfant qui ne correspond pas à mes attentes telles que moi je les avais, c'est un enfant qu'on aura tendance à éliminer d'une manière ou d'une autre. Dans les chiffres informels que l'on a, quand je discute dans certains hôpitaux des questions d'IVG, lorsque on fait le diagnostic d'un enfant trisomique, dans les chiffres que l'on me rapporte, moi je ne sais pas les vérifier évidemment, hein, donc je ne peux que ici faire confiance aux statistiques des hôpitaux. Dans le cas de la trisomie, donc pour 10 diagnostics, vous avez 9 avortements. Alors, de nouveau, on juge après comme on veut. Mon problème, ce n'est pas de juger ici. Pour l'instant, c'est de prendre acte d'un symptôme peut-être là qui est effectivement que on est tellement dans cette logique d'adulte qui veut s'épanouir que dès qu'il y a une contrariété et dès que notamment un enfant ne correspond pas au désir que l'on a, eh bien c'est vrai que puisqu'on veut s'épanouir et que ça n'a de sens que dans ce contexte-là, on va évacuer évidemment ce qui n'est pas épanouissant, bien évidemment. Et donc vous comprenez que dans cette idéologie de l'épanouissement de soi, où ça semble évident qu'il faut être heureux et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut, si vous ne l'interrogez pas, vous en arrivez donc à des choses quand même interpellantes, où le sort réservé aux enfants est quand même un sort qui est peu enviable finalement. Et même donc s'ils naissent en bonne santé, ce n'est guère mieux, enfin c'est guère mieux, enfin au moins ils vivent, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'ils se retrouvent investis d'une mission qu'ils n'ont pas à remplir. Enfin, ce n'est pas à eux, évidemment, à rendre heureux des parents. Enfin, il me semble, en tout cas, que ce n'est pas à eux à rendre heureux des parents. En tout cas, ils ne sont pas d'abord là pour ça. Ça me semble être évident. Alors, donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'était qu'à l'adolescence, c'est la même chose, évidemment, lorsque vous avez des enfants devenus plus grands et qui revendiquent eux aussi leur droit au bonheur, ce qui est tout à fait légitime dans cette idéologie de l'épanouissement de soi. Chacun a le droit de s'épanouir. Et toute la question, évidemment, c'est que fait-on lorsque le bonheur des adolescents ne fait pas le bonheur des parents? Et c'est là que vous avez des tensions. Donc, si par exemple, vous avez un adolescent qui vous dit, parce que c'est comme ça que ça va aujourd'hui, papa, maman, vous venez me rechercher à 2 heures du matin, je vais à une soirée. Oui, mais moi demain je travaille, ça ne m'arrange pas évidemment d'aller te chercher à 2 heures du matin. Et, enfin, voilà. Et ce sont des conflits ainsi, des problèmes qui vont apparaître. Et évidemment, c'est là une porte ouverte, c'est le problème de la violence qui n'est jamais très loin, où on va finalement soit se séparer, soit on va contraindre l'autre à renoncer à son désir de bonheur, etc. etc. Enfin, bon. Donc toujours est-il que c'est vrai qu'il y a des frictions, ça fragilise la famille s'il n'y a que ce souci de l'épanouissement des adultes d'abord et puis finalement de tous les membres de la famille. Ce sont les tensions permanentes. Pourquoi l'un devrait renoncer à son droit au bonheur pour favoriser le bonheur de l'autre? C'est injuste, ça ne va pas. Ce sont alors du coup des discussions à l'infini. Mais ce qui est plus problématique, et je vais en finir avec cela concernant cette
ce discours dominant de l'épanouissement de soi. Ce qui est plus problématique, c'est que quand on éduque ces enfants dans ce contexte de l'épanouissement, ce que l'on produit, alors là, écoutez bien parce qu'il ne faut pas tomber dans la caricature, ce que l'on produit, ce sont des familles à tendance incestueuse. Alors, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire ici par des familles à tendance incestueuse. Donc, il ne faut surtout pas entendre donc, des familles dans lesquelles il pourrait y avoir de l'inceste au sens où on connaît ce mot-là, c'est-à-dire des parents qui abuseraient sexuellement de leurs enfants. Ce n'est pas ça qu'on veut dire. Pour comprendre le mot inceste, il faut d'abord peut-être situer les choses. Donc, on va partir de ce que nous connaissons, ce que vous connaissez aussi, hein, donc vous avez déjà lu sur le sujet. Donc, si vous prenez l'inceste au sens usuel du terme, donc au sens habituel du terme, c'est-à-dire des adultes qui abusent d'enfants. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous avez dans ce contexte-là un lien qui est un lien qui va être déstructurant. C'est-à-dire que un enfant pris dans cette relation-là est un enfant qui ne sait plus qui il est. Donc, essayez d'imaginer la situation. Une jeune fille qui est abusée par, imaginons, son père, pour rester simple ici, pour prendre l'inceste dans le sens le plus connu. Donc, quand le père rentre dans la chambre de sa fille, vous comprenez que ce qui se passe dans la tête de cette fille, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, ce n'est pas tellement qu'est-ce qui va se passer, mais c'est quel est le rôle que je vais devoir jouer, moi, maintenant? Est-ce qu'il vient juste me demander quelque chose et je reste simplement la fille de mon père? Est-ce qu'il vient pour abuser de moi et du coup, je deviens la maîtresse de mon père? En même temps, je deviens la rivale de ma mère parce que mon père me dit des choses sur ma mère et on devient comme ça rivale l'une vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de mes frères et sœurs, qu'est-ce que je deviens éventuellement? Enfin bref, vous comprenez que ce qui est terriblement déstructurant dans l'inceste, à côté de la violence physique évidemment que les enfants peuvent subir, c'est le fait que sur le plan psychique, c'est-à-dire sur le plan de qui je suis, je ne sais plus qui je suis. Face à mon père qui abuse de moi, je joue tellement de rôles, je suis à la fois l'enfant, à la fois la maîtresse, à la fois la rivale, à la fois ceci et cela, que je ne sais plus qui je suis moi dans cette relation. Et c'est ça qui est terriblement déstructurant. Quand vous éduquez un enfant, donc ce que l'on essaye de faire, c'est d'amener un enfant à savoir qui il est, à devenir quelqu'un, à devenir une personne à part entière, quoi, si vous voulez, pour le dire simplement. La relation incestueuse que l'on a toujours dénoncée dans quasi toutes les cultures, elle a ceci de pernicieux, de terriblement déstructurant, qu'elle place les gens victimes d'une relation incestueuse, elle place ces personnes, donc les victimes, dans un statut où elles ont perdu toute identité. Et c'est ça qu'on dénonce souvent. On peut toujours se remettre, enfin ça dépend jusqu'où on a été évidemment, mais on peut toujours se remettre d'abus sexuels, mais ce qui est terrible, c'est que sur le plan psychique, quand vous êtes un individu qui doit se construire, là, on est atteint, pas définitivement sans doute, mais en tout cas, on est atteint très profondément. Et c'est vrai que sur le plan donc, de l'identité personnelle, donc là, c'est difficile à récupérer. En tout cas, ça prend beaucoup plus de temps que des séquelles physiques éventuelles. Enfin, toujours est-il que, donc, si vous prenez le sens traditionnel tel que nous le connaissons dans notre culture de l'inceste, donc, vous voyez bien que l'enjeu, par-delà l'atrocité de ce qui s'y vit, donc c'est une déstructuration de l'identité de la personne. On ne sait plus qui on est dans une relation pareille. Tout le monde joue sur plusieurs registres. Quand on dénonce, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, hein, donc des personnes qui ont autorité et qui ont des rapports sexuels indus, ben c'est la même chose qu'on vise. Donc, ce n'est pas dans une famille. Et ce que l'on vit, c'est que l'on a des gens qui, par exemple, ça pourrait être un enseignant, hein, pour prendre, enfin, on a tous les procès avec les prêtres qui ont abusé aussi, mais un enseignant, par exemple, qui aurait des rapports sexuels avec des étudiants ou des étudiantes, donc commence effectivement à jouer avec l'identité des gens. Est-ce que je suis toujours, hein, imaginons que je sois impliqué dans un truc pareil, est-ce que je suis toujours l'enseignant de la personne que j'abuse?
Ou est-ce que je suis en même temps son amant? Est-ce que je suis en même temps son violeur éventuellement? De telle manière que, est-ce que l'étudiant est toujours mon étudiant? Ou est-ce que ce sera quelqu'un qui sera aussi une victime? Ou est-ce que ce sera aussi ma maîtresse? Ou je ne sais. Vous vous rendez compte que les rôles commencent à devenir diffus, confus, et qu'on ne sait plus qui est qui dans cette relation. Donc c'est la raison pour laquelle on a toujours, donc dans la majorité des cultures en tout cas, on a toujours eu ce fameux interdit de l'inceste qui a comme vertu première, tout simplement, de permettre aux gens de savoir qui ils sont et par conséquent comment je suis en relation avec les autres. Quand je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas comment je parle aux autres. Mais quand je suis qui je suis, quand je me tiens à mon rôle, je sais comment je peux m'adresser aux personnes et les autres savent comment peuvent me répondre, bien évidemment. Petit nota bene, ça c'est une chose qui m'avait tout à fait étonné quand je l'ai apprise il y a des années et des années. Quel est l'inverse d'une relation incestueuse? Donc, il y a soit des relations qui sont incestueuses, ce sont ces relations qui sont confuses où on ne sait plus quel rôle on joue, où on joue sur tous les tableaux, si vous voulez, mais quand on s'en tient à sa fonction, comment on appelle cette relation-là? Eh bien, le mot que l'on a dans notre culture à nous, c'est tout simplement le mot inverse. Donc, soit vous êtes dans l'inceste, soit vous êtes dans... Alors, vous savez que le mot inceste s'est construit sur une négation, donc c'est un et puis ceste. Enfin, si je prends le mot français. Donc, si vous enlevez le un, qui est une négation, comme on dit possible, impossible, eh bien, vous avez le mot ceste qui reste. Et le mot ceste, en bon français, c'est tout simplement le mot chaste. Donc, soit vous êtes dans l'inceste, soit vous êtes dans la chasteté. Et vous comprenez du coup ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire qu'il faut réinterroger ces mots-là. Donc, l'inceste ne se limite pas à l'abus sexuel d'adultes sur des mineurs, sur des enfants, dans le cadre familial par exemple. Et la chasteté, ça ne se réduit pas non plus à ne pas avoir de rapport sexuel, si vous voulez, à se priver de rapport sexuel avec qui que ce soit. Ça, c'est la caricature dans laquelle on est tombé aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre à travers ces mots, c'est ceci. Soit vous êtes dans une relation incestueuse dans le sens où vous instrumentalisez les autres, d'accord? Donc, c'est-à-dire, par exemple, un adulte qui abuse sexuellement d'un mineur instrumentalise le mineur. Hein, donc, j'en fais ce que je veux, j'en fais un objet de plaisir, etc., d'où la confusion des rôles. Donc, ça, c'est une chose. Et si vous êtes dans la chasteté, ce que vous vous interdisez dans la chasteté, c'est précisément d'instrumentaliser les autres. Mais vous pouvez très bien avoir des rapports sexuels et être chaste. C'est-à-dire dans une relation entre adultes consentants, pour dire les choses simplement, qui est une relation respectueuse de l'un et de l'autre. Il y aura bien un rapport sexuel, mais dans la chasteté, c'est-à-dire dans le respect de chacun, où on n'instrumentalise pas l'autre, évidemment. Hein? Et vous pouvez très bien être incestueux sans rapport sexuel. Donc, par exemple, dans un rapport de force ou d'autorité, vous pouvez très bien instrumentaliser l'autre pour l'obliger à faire des choses, pour l'empêcher de pouvoir faire certaines choses ou que sais-je d'autre. Et dans ce cas-là, vous avez non pas aidé l'autre à devenir ce qu'il est ou le respecter dans ce qu'il est, mais vous l'avez réduit à votre volonté en l'utilisant comme vous le souhaitez, même si c'est dans un contexte, évidemment, qui n'est absolument pas sexuel, bien évidemment. Enfin bon, tout ça pour dire que, donc, dans une famille qui est une famille qui n'a comme horizon que l'épanouissement de soi, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun a le droit de s'épanouir, d'où l'explosion des modèles familiaux, eh bien, ce que je voulais amener comme idée, c'est la suivante, c'est qu'il y a un risque, il y a une tendance, effectivement, incestueuse dans ces familles. Alors, dans le sens qu'on vient de dire, c'est-à-dire non pas nécessairement où il y a un risque d'abus sexuel, c'est pas ça du tout qu'on veut dire, mais c'est tout simplement dans le sens où, effectivement, la place des enfants n'est pas claire. Et la place des enfants, par conséquent, étant brouillée, pour grandir, ce n'est pas évident. Alors, vous allez me dire pourquoi? Donc, c'est pas compliqué, on va jouer avec tout ce qu'on a raconté, tout simplement parce que, effectivement, si vous êtes dans cette culture de l'épanouissement, donc vous voyez bien, un enfant se retrouve à 3 places à la fois. Et c'est pas évident de savoir pour lui, mais c'est quoi ma place finalement? Est-ce que, première chose, est-ce que je suis simplement l'objet du désir de mes parents? Ça, c'est la première place.
Donc, c'est-à-dire soumis à leur volonté, je suis là pour faire le bonheur de mes parents. C'est une première possibilité. Deuxième possibilité qui est introduite par la première d'ailleurs, c'est lié, hein, c'est tout simplement ceci, c'est si mes parents ont besoin de moi pour être heureux. Mais est-ce que vous vous rendez compte, moi qui suis un enfant, est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir que j'ai sur eux? Et donc, la deuxième place que j'occupe en même temps que la première, donc non seulement je suis l'objet du désir de mes parents, mais en même temps, puisque le bonheur de mes parents dépend de moi, c'est moi qui suis le maître du jeu. Il suffit que je pleure, il suffit que je rouspète, il suffit que je montre que ceci, que cela, et mes parents, tout de suite, ils font mes 4000 volontés. Hein, c'est le statut, si vous voulez, dans le vocabulaire ordinaire, c'est le statut de l'enfant roi. Donc, est-ce que je suis, pour le dire de manière caricaturale, est-ce que je suis esclave, objet du désir de mes parents, ou est-ce que je suis enfant roi et je peux jouer avec mes parents comme je le souhaite? Et puis, troisième position dans ces familles, c'est tout simplement que, dans le meilleur des cas, mes parents ont le droit d'être heureux, mais moi aussi j'ai le droit d'être heureux. Et par conséquent, nous sommes des égaux. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des sociologues les familles démocratiques, hein, où tout le monde revendique le droit à l'égalité, il n'y a plus d'autorité, chacun peut revendiquer son bonheur, hein, son souci de bonheur. Et donc, vous vous rendez compte ici qu'il y a trois statuts pour les enfants. Hein, donc, soit je suis enfermé dans le désir de mes parents, soit c'est moi le maître du jeu, soit je suis l'égal de mes parents. Finalement, être un enfant, c'est quoi? Quelle est la place d'un enfant aujourd'hui dans la famille? Comment être sûr que j'ai un rôle, une identité, et non pas que je joue sur tous les tableaux à la fois en fonction de mes intérêts ou que sais-je d'autre? Enfin bref, donc tout ça pour dire que dans cette culture de l'épanouissement de soi qui a des bons côtés, donc c'est quand même une chance qu'on puisse évidemment chacun trouver le chemin qui est le nôtre pour être heureux, n'empêche que s'il n'y a que cela, vous fragilisez la famille, vous fragilisez le statut des enfants qui ne répondent pas à nos besoins, nos désirs d'adultes, et du coup, vous créez effectivement une tendance incestueuse. Le terme donc est un peu problématique, mais vous avez compris dans quel sens on l'utilise ici. Donc, c'est-à-dire, on crée une ambiance où effectivement, chacun n'est plus dans un rôle, n'est plus à sa place, et du coup, c'est la confusion qui règne, hein, pour dire les choses simplement. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, la conclusion qu'on peut en tirer de ce premier point, c'est qu'il ne s'agit pas d'en déduire que donc il ne faut pas s'épanouir dans sa famille, il ne faut pas essayer d'être le plus heureux possible et de rendre les autres, donc dans la famille, les plus heureux possible. C'est pas ça. Donc, la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que s'il n'y a que cette dynamique-là, en tout cas, vous risquez de vous exposer à des difficultés. Donc, la question devient la suivante, et c'est le dernier point que je voudrais rapidement aborder, c'est tout simplement de savoir, mais quelle autre dynamique? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, enfin, si ça ne suffit pas? Si, évidemment, on veut être heureux, mais s'il faut plus, parce que le bonheur, ça prend toutes les formes possibles et imaginables, et que ça ne nous promet pas, effectivement, donc, ce fameux épanouissement de soi. Eh bien, la seule piste que moi j'ai trouvée quand on veut réfléchir de la manière la plus générale possible, la seule piste que j'ai trouvée, c'est la suivante, et qui est aussi à prétention universelle, c'est qu'une famille, dans le fond, ça sert à une seule chose. Ça ne sert pas d'abord à épanouir les individus, même si, évidemment, on essaye d'être le plus heureux dans sa famille. Ce qu'une famille vise comme objectif, c'est tout simplement ceci, c'est qu'elle vise à être quittée un jour. Donc, du moment qu'une famille travaille pour pouvoir être quittée un jour, donc être quittée par les enfants, hein, bien évidemment, donc du moment que cette famille travaille à cela, elle est dans une dynamique positive. C'est-à-dire, elle fait son travail de famille, si vous voulez. Ce qui est déstructurant, ce sont toutes les familles qui, justement, ne jouent pas ce jeu-là. Alors, comme on a peu de temps, je vais tout de suite essayer de vous le montrer. Tout d'abord, on peut reprendre le mot, hein, s'il faut s'accrocher à quelque chose ici, le mot de l'éducation. Donc, éduquer, c'est quoi? Ben, vous connaissez l'origine latine du mot éduquer, donc ça vient de ex ducere, et ça veut dire conduire hors d'eux. Donc, si il est vrai que le propre d'une famille, c'est d'éduquer les enfants, donc le propre d'une famille, c'est de conduire hors d'eux. Alors, la question, c'est hors de quoi?
Alors, quand j'étais chez les jésuites, dans le secondaire, donc j'étais au collège Saint-Paul à Goding, on nous disait tout le temps que l'éducation, c'était conduire les enfants hors de l'enfance. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça monstrueux, cette affaire. Hein, vous êtes un enfant, vous n'avez pas envie de sortir de l'enfance, surtout quand on voit les adultes en plus, ça ne donne pas envie nécessairement. Enfin bref, et donc, on m'oblige à devenir autre chose que ce que je suis, ça, enfin, je ne savais pas le verbaliser à l'époque, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me semblait horrible. Et dans le fond, après maintenant, après avoir fait des recherches, etc., donc c'est vrai que le but de l'éducation, c'est pas de sortir les enfants hors de l'enfance, mais c'est plutôt d'aider les enfants à sortir de leur famille. C'est plutôt ça qu'on essaye de faire, évidemment, que l'on devrait essayer de faire, en tout cas. Alors, pour que vous compreniez que cette dynamique est une dynamique positive, je vais prendre le contre-exemple. Quelles sont les familles qui dysfonctionnent? Alors, vous voyez par rapport à mon point de départ qu'on est effectivement donc bien dans l'optique ici où on réfléchit pour tous les modèles de famille. N'importe quel modèle de famille peut s'inscrire dans une logique d'épanouissement de soi, et dans ce cas-là, ça expose à des difficultés. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Soit vous avez des familles, quel que soit le modèle, une fois encore, qui sont des familles qui vont essayer de travailler à ce que les enfants puissent les quitter au moment voulu. Alors, quand on ne joue pas donc ce jeu-là, quels sont les risques que vous avez? Il y a, pour le dire simplement, pour que vous ayez une petite grille de lecture qui vous permet de rencontrer pas mal de situations, vous avez deux types de familles qu'on ne sait pas quitter. Alors, premier modèle de famille, enfin, pardon, ce n'est pas une question de modèle ici, c'est une question de dynamique. Première dynamique de famille qu'on ne sait pas quitter, ce sont les familles qui sont des familles absentes. Alors, l'idée est la suivante, c'est que pour quitter une famille, il faut en avoir une. Si vous n'avez pas eu de famille, comment voulez-vous la quitter? Ce n'est pas possible. Alors, vous avez deux types ici. Donc, si on essaye de préciser un peu plus, vous avez deux types de familles absentes qui empêchent les enfants de pouvoir partir. Vous avez les familles où les parents sont physiquement absents. Donc, c'est par exemple soit un parent qui est mort, ou bien c'est dans les plaintes que l'on entend le plus souvent, c'est monsieur qui travaille tout le temps, et il travaille tellement qu'il n'est jamais à la maison. Et quand vous discutez avec les enfants devenus grands, donc ce sont des personnes qui disent, c'est souvent les pères qui sont concernés, donc mon père, il n'était jamais là. Ou bien si c'est quelqu'un qui est décédé, donc je ne sais pas moi, une maman qui est morte au moment d'accoucher, voilà, c'est un enfant qui va vous dire, moi, ma mère, je ne l'ai jamais connue, enfin. Et ça vous donne quoi concrètement pour que vous voyez ce qui est problématique ici? Ça vous donne des enfants qui vont grandir, bien évidemment, qui auront peut-être une bonne vie par ailleurs, mais qui vont vivre toute leur vie dans le regret de ne pas avoir connu leur mère ou leur père absent. Et vivre dans ce regret toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, c'est en quelque façon rester un enfant en souffrance, un enfant qui souffre toujours de cette absence du parent qui, pour une raison X ou Y, donc n'était pas là. Je vous donne juste une anecdote d'une dame âgée qui est sur le point de mourir et qui me raconte ceci. Elle me dit, j'espère en tout cas, donc c'est une dame qui a eu une belle vie par ailleurs, mais qui me dit, j'espère en tout cas que quand je serai de l'autre côté, je verrai enfin ma mère. Et sa situation, c'est celle que je venais d'évoquer rapidement. Donc c'est une dame qui n'a jamais connu sa maman parce qu'elle est décédée en couche, comme à l'époque, donc c'était début du XXe siècle. Et à l'époque, il était fréquent que les mamans décèdent effectivement au moment de mettre leur bébé au monde. Et donc voilà une dame qui vit avec cet enfant en elle, pour le dire simplement, qui n'a pas pu devenir adulte, enfin, qui s'est enfermée, qui s'est enquistée, si vous voulez, sur l'absence de la mère. Et donc, vous voyez bien, jusqu'à son dernier souffle, eh bien, c'est ce désir-là qui va encore apparaître. J'espère que. Donc, c'est une famille qui, ici, pour des raisons de circonstances, ne permet pas effectivement à cet enfant de pouvoir devenir lui-même et vivre sa vie. C'est quelqu'un qui va vivre sa vie toujours par rapport à cette absence et autour de cette absence. Donc, vous avez d'abord les familles absentes. Alors, c'est l'absence physique qui est en jeu, donc c'est-à-dire l'absence, il n'y a
pas de parents, ou un des deux parents n'est pas là, tout simplement, ou bien alors c'est ce que l'on appelle une absence psychique. Alors, une absence psychique, c'est quoi? Ce sont les parents qui sont là, donc de ce côté-là, tout va bien, mais ils sont là sans être présents. Donc, ce sont des gens qui sont tout le temps préoccupés par mille choses. Alors, on nourrit les enfants, on s'occupe d'eux, etc., mais on ne discute pas avec eux. Voilà, on s'occupe de ces enfants comme on s'occupe des meubles, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que diront parfois les enfants par la suite. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, ce sont des gens qui diront, bah oui, mon père, ma mère, ils étaient là, mais j'ai rien fait avec eux, j'ai rien vécu avec eux. Et il y a de nouveau comme une espèce de regret d'une histoire qu'on n'a pas vécue, dont on a été privé parce que, ben voilà, pour mille raisons, mes parents étaient préoccupés. Ils étaient certes là physiquement, mais ils n'étaient pas là mentalement. Et ils nous ont jamais raconté d'histoire. On n'a jamais rien fait ensemble. Voilà, ils se sont juste occupés de nous nourrir, de nous vêtir, rien de plus. Et donc là aussi, vous voyez bien ce que ça crée comme condition, hein, c'est que ça enferme des adultes dans ce regret d'avoir été privés d'une histoire qu'ils estiment, enfin, qu'ils auraient dû vivre, qu'ils auraient dû, hein, comme tout le monde, avoir vécu quelque chose avec leurs parents. Hein, comprenez bien, dans cette idée que les familles sont faites pour être quittées, ce que l'on doit justement quitter, c'est quelque chose qu'on a vécu, et c'est donc une histoire avec ses parents, évidemment, et avec ses frères et sœurs, etc., si évidemment on a une famille élargie. Donc ça, c'est le premier modèle de famille qui, quand il ne remplit pas cette fonction, donc famille absente, ne permet pas aux enfants de partir. Et donc, ça les condamne à rester des enfants à vie. En tout cas, il y a une partie d'eux qui reste un enfant dans le regret, dans la culpabilité ou dans le reproche éventuellement. Hein, mes parents, enfin ceci, cela, enfin, toutes les choses que l'on pourrait dire. Ça, c'est un premier cas de figure de famille qui dysfonctionne, quel que soit le modèle en question. Deuxième et l'autre donc dysfonctionnement, c'est quoi? Donc qui empêche la séparation, ce sont les familles qui, à l'inverse des premières, sont des familles beaucoup trop présentes. C'est-à-dire qui empêchent clairement, qui gardent les enfants et les empêchent de pouvoir partir. Et là, vous avez de nouveau deux cas de figure qu'on peut repérer, et ça permet de comprendre pas mal de choses. C'est d'une part les familles qui sont dans la violence, enfin, en tout cas on pourrait le décrire comme ça. Donc la violence, c'est-à-dire des familles qui imposent leurs désirs à leurs enfants. Tu feras comme j'ai décidé, tu feras des études parce que tu feras ceci, tu feras cela. Enfin bref, donc ce sont les parents qui, parce qu'ils sont adultes, se croient autorisés d'imposer leurs désirs aux enfants de telle manière que, et c'est là qu'est le problème, de telle manière que quand ces enfants deviennent des adultes, ça vous donne des adultes qui sont incapables de désirer par eux-mêmes. Donc, moi, j'ai rencontré des gens qui me disent même, avec leurs mots à eux, mais qui me disent même, on a été tellement formatés par nos parents, obéissants, obligés d'obéir, etc., que maintenant que mes parents sont morts, et malgré qu'ils soient morts, eh bien, je n'oserais jamais faire quelque chose qui pourrait les choquer. Comme s'ils étaient toujours présents, pris et enfermés dans leurs désirs, donc désirs des parents, même devenus adultes et même en l'absence physique des parents, puisqu'ils sont décédés ici, eh bien, ils se sentent toujours pris en otage et toujours obligés de faire tout ce qu'ils peuvent pourvu que ça rentre dans les désirs des parents. Ben, évidemment, vous comprenez, ce sont des adultes sans doute, bien sûr, qui peuvent avoir une vie plus ou moins correcte, hein, c'est pas ça le problème, mais qui, vous voyez bien, continuent à se construire comme un enfant, toujours obligé de se comprendre par rapport à papa et maman. Ça, c'est pour les premiers, donc des familles où il n'y a pas forcément de violence physique, mais c'est une violence du désir, où je sais mieux que mon enfant ce qui est bien pour lui, et je lui ai appris une chose, c'est qu'il ne peut désirer que par rapport à mes désirs à moi. Et là, hein, vous retrouvez le terme d'inceste qu'on a évoqué tout à l'heure dans son sens général. Ce ne sont pas des parents qui abusent de leurs enfants, évidemment, mais ce sont des parents quand même qui réduisent leurs enfants à ce qu'ils veulent qu'ils soient. Tu feras des études, tu feras ceci, tu feras cela. Enfin bref, ils enferment les enfants dans leurs désirs à eux, et ça, c'est quand même évidemment redoutable. Et puis, deuxième cas de figure de famille trop présente, ça, ce sont peut-être les pires, ce sont les familles, enfin les pires, c'est par boutade que je dis ça, c'est tout aussi problématique que les précédentes, ce sont les familles qui sont débordantes d'amour. C'est-à-dire tellement aimantes
que ça enferme, ça prend en otage les enfants. Donc, je vous raconte pour que vous voyez un peu ce que ça peut vous donner. Vous pourriez avoir donc une famille, effectivement, mais qui est dégoulinante d'amour, de telle manière que les enfants jamais n'oseront faire quelque chose qui pourrait choquer des parents à ce point aimants. Vous voyez? Et donc, c'est de nouveau être pris en otage. Ici, je me sentirais coupable. Mes parents ont tellement tout fait pour moi, mais je n'oserais jamais les décevoir. C'est pas possible. Donc, mes parents n'ont pas eu besoin d'être méchants, d'être autoritaires ou que sais-je. Hein. Vous voyez bien, on est dans un autre contexte ici, mais où c'est même peut-être parfois involontairement pour les parents, mais ils n'ont fait qu'une chose, c'est finalement enfermer leurs enfants dans leur désir à eux, dans leur amour bienveillant, etc., etc. Donc là, c'est beaucoup plus redoutable. Pourquoi? Parce que quand on a des parents qui sont hyper autoritaires, vous comprenez bien qu'on peut encore claquer la porte. Hein, on peut dire j'en ai marre et je pars. Quand vous avez des parents aimants, c'est beaucoup plus difficile parce que là, vous êtes coupable. Ils ont tout fait pour vous et c'est la seule chose que vous faites, c'est de les remercier en les abandonnant, mais c'est dégueulasse, enfin. Et donc, la culpabilité ici va évidemment vous retenir plus facilement. Enfin bon, donc toujours est-il que, vous voyez bien, si vous réfléchissez à ce qu'est une famille et comment on peut peut-être accompagner des familles, hein, plutôt que de s'acharner sur les modèles que représentent ces familles, ce que l'on doit se demander, c'est comment peut-on aider, s'il faut aider, comment peut-on aider pour que, quel que soit le modèle que ces familles vont prendre, elles puissent jouer leur rôle. Alors, dernière chose, et donc, la dynamique à laquelle il faut essayer de se soumettre, c'est quoi? C'est tout simplement d'aider les adultes qui s'occupent des enfants à mettre en place ce qu'il faut pour que les enfants puissent, à un moment donné, partir, c'est-à-dire reprendre leur vie en main et devenir eux-mêmes des sujets à part entière, responsables de leur destin, quel que soit ce destin, bien évidemment. Alors, dernière chose peut-être à évoquer pour ce petit tour d'horizon, c'est comment sait-on qu'on a quitté sa famille? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut la quitter, mais bon, il y a une dynamique ici qu'on peut décrire. Maintenant, une fois que, pour chacun d'entre nous ici, pour nous, c'est comment puis-je m'assurer que oui ou non, j'ai quitté ma famille et que je suis devenu responsable de ma vie, je suis devenu une personne à part entière. Alors, il y a un seul critère que j'ai trouvé, pour essayer de le dire simplement. Donc, ce critère, c'est le suivant. De nouveau, c'est en écoutant des gens, c'est en discutant que j'ai pu trouver cela. C'est tout simplement quand vous avez des personnes qui disent « Quand je m'adresse à mes parents, eh bien, c'est bizarre, je ne sais pas très bien comment c'est venu, c'est pas volontaire, mais je me rends compte que je m'adresse à eux comme à un homme ou à une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu dans l'existence. » Donc, si vous voulez, si j'essaie de préciser ce que disent ces gens-là, ils disent, c'est vrai que je me surprends à, donc je vais exagérer un peu pour que vous compreniez l'idée, donc je vois moins mes parents comme des parents, comme un papa et une maman, que d'abord comme un homme et une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu. En m'éduquant notamment, tout simplement parce que c'est vrai que mes parents ne sont pas que des parents. Mes parents ont une vie en dehors de moi, évidemment. Ils ont une vie avant moi. Ils ont une vie professionnelle, éventuellement, etc. Enfin bref, ce n'est pas simplement un père et une mère, quoi. Donc, c'est d'abord un homme et une femme qui fait ce qu'il peut. Et donc, ces gens-là, donc, et je trouvais que c'était pas mal pour essayer de dire, hein, c'est pas évident de dire les choses, mais voilà, donc je les vois d'abord comme un homme et une femme. Et c'est vrai que quand on voit ses parents d'abord comme un homme et une femme qui ont fait ce qu'ils ont pu, ça veut dire par ricochet que je me positionne face à eux, d'abord et avant tout, moi aussi comme un homme ou une femme, avant que d'être leur fils ou leur fille, ou de n'être que leur fils ou leur fille. Donc, ça ne veut pas dire que mes parents ne sont pas mes parents, ça ne veut pas dire que je ne suis pas leur fils ou leur fille, mais voyez bien, nous sommes plus que cela. Mes parents sont plus que mes parents, et moi-même, je n'ai pas à me réduire à n'être que l'enfant de mes parents. Je suis aussi quelqu'un qui est appelé à être un homme ou une femme à part entière, qui doit pouvoir vivre sa vie. Eh bien, quand dans vos relations avec vos propres parents, et même si vos parents sont morts, hein, quand vous pensez à eux,
eh bien, de pouvoir vous décaler un petit peu pour les voir autrement que comme simplement un père ou une mère, c'est une façon de ne pas se réduire soi à n'être que l'enfant de ses parents-là. C'est-à-dire, c'est une façon de leur rendre leur humanité tout en soi-même, en faisant le même travail pour soi, c'est-à-dire, voilà, je suis appelé à être un homme ou une femme, moi aussi, donc à l'égal de mes parents, qui eux-mêmes sont un homme ou une femme, bien évidemment. Et c'est la même chose quand vous avez des enfants, donc si certains parmi vous ont des enfants, ben c'est vrai, quand est-ce qu'on peut se dire qu'on a libéré ses enfants, qu'on a fait notre travail? Eh bien, c'est quand on se surprend, ce n'est pas un raisonnement qu'on doit faire dans sa tête, hein, mais c'est quand on se surprend à voir ses enfants comme un jeune homme et une jeune femme qui essayent de se débrouiller dans la vie. Ça n'empêche pas que ça reste mon fils ou ma fille, mais je les vois comme étant plus que cela, comme ne se réduisant pas à cette relation. Et quand vous arrivez à le vivre et à le voir naturellement, enfin donc une fois encore, ce n'est pas une démonstration qu'on a dans la tête qui fait qu'on voit les choses ainsi, mais quand on se surprend à avoir une relation de cette nature-là, eh bien probablement que cette famille, quel que soit son modèle, elle a fait son boulot, où les parents se sont libérés des enfants et les enfants se sont libérés des parents pour devenir hommes et femmes. Alors, remarquez bien que donc c'est tout ce que je viens de vous raconter ici, je vais terminer avec ça, c'est ce que l'on retrouve évidemment dans l'Église, dans le message chrétien. Quand on nous dit, dans le fond, enfin, d'abord vous avez plusieurs textes dans les évangiles, effectivement, où ce qui est dit, par exemple chez Saint Luc, vous avez pas mal d'extraits de ce genre-là, si vous voulez suivre le Christ, il faut quitter sa famille. Et c'est dit de manière explicite, ce n'est pas une question d'interprétation ici, même s'il faut interpréter bien sûr, mais c'est dit de manière tout à fait, claire. Hein. Il faut effectivement pouvoir quitter sa famille pour suivre le Christ. Et si vous allez plus loin, pourquoi faudrait-il le faire? Ben, tout simplement parce que, et c'est peut-être la fonction du baptême d'ailleurs, hein, que de nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. C'est-à-dire que si vous jouez avec cette idée-là, qu'effectivement, mes parents, vos enfants éventuellement, sont dans le Christ vos frères et vos sœurs. Ce qui veut dire quoi? Bien, tout simplement que c'est vrai que si vous vous enfermez dans une famille, au sens où nous le comprenons, il y a une relation filiale indéniable, mais ce que le christianisme nous invite évidemment à faire, c'est quoi? C'est à ne pas nous réduire à cette famille qui pourrait devenir une famille à tendance incestueuse, où on consomme ses enfants, où le seul horizon qu'on se donne, c'est la famille, pour pouvoir, dans le Christ, pour pouvoir se considérer avant tout comme des hommes et des femmes, frères et sœurs, égaux. Et donc, tout ce que je viens de vous raconter à travers un vocabulaire plus sociologique, finalement, ici, donc c'est assez descriptif, eh bien, c'est quelque chose qui se dit dans le message chrétien notamment, hein, qu'effectivement, les familles sont très importantes parce qu'on ne quitte une famille que si on en a une, mais que l'enjeu, c'est bien de ne pas s'enfermer dans sa famille, c'est bien de s'accomplir, si vous voulez, de devenir pleinement soi-même, donc dans ce que nous sommes appelés à devenir, c'est-à-dire un homme et une femme. Voilà. Donc, sortir du jugement des modèles pour essayer de retrouver la dynamique à l'œuvre qui permet aux familles, quels que soient ces modèles, de pouvoir faire son travail de famille, aider les enfants à devenir pleinement hommes et femmes. Voilà, donc je m'arrête ici pour mon petit exposé.